Les livres d'histoire le décrivent comme un monstre, un seigneur de guerre sauvage qui a baigné de sang les neiges du Nord. Mais la vérité, cachée au plus profond des archives de la famille Belmont, raconte une histoire bien différente. Que se passe-t-il quand un père cruel offre sa fille maudite et rejetée en sacrifice? Et que le loup, lui, s'incline? C'était en l'an 1243, et le royaume d'Ethelgard était à feu et à sang. Les vallées du Sud, riches en céréales et en or, menaient une guerre perdue depuis une décennie contre les terres du Nord. Le Nord était une contrée rude et impitoyable. Une terre de montagnes escarpées, de forêts de pins sans fin et de brumes glaciales. Mais ce n'était pas le terrain qui terrifiait les sudistes. C'étaient les hommes qui le gouvernaient. Les Lycans, des métamorphes, des loups-garous. À la tête de cette terrifiante armée du Nord se trouvait le roi Eric Harlow. C'était un alpha à la renommée effrayante. Un homme dont la taille et la férocité sur le champ de bataille lui avaient valu le surnom de Molosse écarlate. Quand les forces d'Éric ont finalement franchi les terres de la rivière, les seigneurs du Sud n'ont eu d'autre choix que de demander la paix. Les termes étaient simples, brutaux et coutumiers pour l'époque. Une alliance scellée par le sang. Le seigneur Reginald Belmont, le plus riche et le plus influent des seigneurs du Sud, reçut l'ordre de livrer sa fille aînée, Isolda, pour qu'elle devienne l'épouse du roi Alpha. Isolda était le joyau du Sud, cheveux d'or, charismatique et élevée pour être reine. Mais le seigneur Reginald était un homme à l'ambition et à la duplicité sans limite. Il ne supportait pas l'idée de donner sa précieuse aînée à un sauvage. Il avait déjà secrètement négocié un mariage pour Isolda avec un puissant roi voisin à l'Est. La donner à Éric ruinerait son plan ultime de domination du Sud. Alors, Reginald conçut un complot perfide. Il enverrait son autre fille, celle dont la société ne parlait pas, celle dont le nom était une malédiction chuchotée dans les couloirs du domaine Belmont, Éléanore. Éléanore Belmont était née lors d'une rare anomalie astrologique connue sous le nom d'éclipse de sang. Dans les cours superstitieuses du Sud, c'était considéré comme un profond mauvais présage. Mais c'est son apparence qui a scellé son destin. Alors que le reste des Belmont arborait des cheveux d'or et une peau hâlée, Éléanore était née avec des cheveux blancs comme l'os et des yeux de la couleur d'une mère en furie. De plus, elle portait une étrange marque de naissance ramifiée sur sa clavicule gauche. Une marque que les prêtres locaux déclarèrent être le contact du démon. Sa mère mourut en couche, cimentant la croyance qu'Éléanore était une porteuse de mort. Pendant 19 ans, elle fut cachée dans la plus haute et la plus froide tour du manoir Belmont. Traitée pire qu'une souillon, on lui donnait à peine assez de nourriture pour survivre. Elle était vêtue de haillons et on lui apprenait à garder les yeux baissés. Elle était le sombre et honteux secret de la famille. Lorsque la convocation du Nord arriva, les gardes de Reginald traînèrent Éléanore hors de sa tour en pleine nuit. Ils la frottèrent jusqu'au sang, la forcèrent à enfiler une lourde et suffocante robe de mariée en velours cramoisi. La robe d'Isolda, mal ajustée à la silhouette émaciée d'Éléanore. Puis, ils jetèrent un voile épais et opaque sur sa tête. « Tu garderas ce voile », siffla le seigneur Reginald, lui saisissant le menton fragile à travers le tissu. « Tu ne parleras pas. Tu laisseras la bête te prendre. S'il te tue, comme il le fera sûrement quand il découvrira ma tromperie, ta mort donnera au Sud la juste cause dont nous avons besoin pour unir les royaumes de l'Est et effacer sa race de la surface de la terre. Ne me déçois pas dans cette seule misérable chose. » Eleanor, saigne pour ta famille. Eleanor tremblait, son cœur martelant ses côtes comme un oiseau piégé. Elle savait ce que c'était. Une mission suicide. On l'envoyait comme un agneau sacrificiel pour exaspérer un monstre. Le voyage vers le nord dura 3 semaines épuisantes. Eleanor était enfermée dans un carrosse en bois de fer renforcé, escortée par 50 des chevaliers les plus impitoyables de son père, menée par un capitaine cruel nommé Cord. Elle passait ses journées à frissonner de froid, serrant le lourd velours cramoisi contre sa poitrine. Elle n'avait jamais connu la gentillesse. Mais la terreur de ce qui l'attendait au bout du chemin était une agonie différente, plus aiguë. Elle avait entendu les histoires. Le roi Lycan démembrait les hommes, il buvait le sang dans les crânes de ses ennemis. Que ferait-il à une jeune fille frêle et maudite, envoyée comme une insulte délibérée?
Lorsque le carrosse franchit enfin le col de montagne périlleux et descendit dans les terres du nord, la température chuta brutalement. Éléanore jeta un coup d'œil à travers les lattes des fenêtres du carrosse, son souffle embuant la vitre givrée. D'imposantes forteresses de pierre noire se dressaient dans le paysage enneigé, comme les dents d'un dieu mort. Finalement, ils arrivèrent au donjon de Harlow, une citadelle massive et menaçante, taillée directement dans le flanc d'une montagne. Les portes grincèrent en s'ouvrant, révélant une cour remplie de guerriers imposants et musclés, enveloppés dans d'épaisses fourrures. Leurs yeux brillaient de teintes surnaturelles d'ambre, d'or et de bleu glacier. Ils suivaient le carrosse du sud avec une immobilité prédatrice. Le capitaine Cord aboya des ordres, et la porte du carrosse fut violemment ouverte. Le vent glacial du nord mordit la peau d'Éléanore alors qu'on la tirait dehors. Ses jambes étaient faibles à cause de la malnutrition et du long voyage. Elle trébucha, manquant de tomber dans la neige fondue. Un chœur de grognements sourds et profonds résonna dans la cour. « Tiens-toi droite, créature inutile !» marmonna Cord entre ses dents, la relevant brusquement par le bras. « Souviens-toi de tes ordres. » On la fit monter les imposantes marches de pierre, traverser de hautes portes de fer et de chêne, et entrer dans la grande salle de Harlow. La pièce était caverneuse, éclairée par des foyers rugissants qui projetaient de longues ombres dansantes sur les tapisseries. Des centaines de seigneurs du Nord et de guerriers lycans bordaient la salle. L'air était chargé d'une odeur de pain, de fumée de bois et d'une dominance primale écrasante qui fit plier les genoux d'Éléanore. Tout au fond de la salle, assis sur un trône de bois de fer sombre et de peau de loup, se trouvait le roi Eric Harlow. Éléanore n'osait pas lever les yeux. Sa tête voilée resta baissée, tandis que le capitaine Cord la poussait vers le centre de la pièce. « Roi Eric !» annonça Cord, sa voix résonnant, bien qu'Éléanore puisse entendre le léger tremblement de peur dans son ton. « Le seigneur Reginald Belmont honore le traité. Il vous présente sa chair et son sang, la fiancée du Sud. » Un silence lourd et suffocant tomba sur la salle. C'était un silence si profond qu'Éléanore pouvait entendre le crépitement du feu et les battements terrifiés et erratiques de son propre cœur. Puis, le roi se leva. Le bruit des bottes d'Éric sur les marches de pierre résonna comme des coups de tonnerre dans la salle silencieuse. Il descendit de l'estrade, lentement, délibérément. À travers la fine maille de son voile, Éléanore l'entrevit. C'était un homme titanesque, aux larges épaules, mesurant bien plus de 2 mètres de haut. Il était vêtu d'une armure de cuir sombre et de lourdes fourrures noires. Ses cheveux étaient d'un noir de jais, tombant juste au-delà de ses épaules, et sa mâchoire était couverte d'une barbe naissante. Mais c'était son aura qui était vraiment terrifiante. Une vague suffocante de pouvoir et d'autorité qui semblait aspirer l'oxygène même de la pièce. Il s'arrêta à peine à 1 mètre d'elle. La chaleur qui émanait de son corps massif était palpable dans la salle glaciale. Le seigneur Belmont envoie sa fille. La voix d'Éric était un baryton grave et rauque qui semblait vibrer à travers le sol de pierre et jusque dans les os d'Éléanore. Et pourtant, il l'envoie enveloppé de secrets. « C'est une coutume du Sud, votre grâce, » mentit Cord avec aisance, bien qu'il reculât prudemment d'un pas. « Une mariée doit rester voilée jusqu'à ce que son mari la réclame. » Éric émit un son qui était à mi-chemin entre un ricanement et un grognement. « Nous ne sommes pas dans le Sud, capitaine. Ici, nous regardons notre destin dans les yeux. » Avant que Cord ne puisse protester, Éric tendit la main. Sa grande main calleuse, vêtue d'un gantelet de cuir sans doigts, saisit le haut du lourd voile cramoisi. D'un seul mouvement rapide, il l'arracha. Le souffle collectif de la cour du Nord aspira l'air de la pièce. Eleanor ferma les yeux très fort, attendant le coup. Elle attendit le rugissement furieux, le bruit de la chair qui se déchire, la douleur atroce des griffes d'un lycan lui déchirant la gorge. Elle savait à quoi elle ressemblait. Ses cheveux blancs comme l'os tombaient en vagues chaotiques et négligés dans son dos. Sa peau était d'une pâleur mortelle, marquée par l'épuisement et les cernes sombres sous ses yeux. Et la robe d'Isolda, pendait sur ses frêles épaules, tombant assez bas pour exposer la marque de naissance tordue et ramifiée sur sa clavicule. Elle était une insulte faite chair, une chose maudite se tenant dans une salle de prédateurs alpha. « Trahyson !» cria Garrick, le bêta colossal d'Éric, s'avançant la main sur la poignée d'une énorme épée large. « Ce n'est pas Isolda aux cheveux d'or. Belmont nous a envoyé un fantôme maladif.
Une insulte à la couronne. Mon roi, donnez l'ordre, et je prendrai la tête de ce capitaine et celle de la fille avec. La salle éclata en grondements et en cris. Les Lycans étaient furieux, leurs yeux brillants de rage primale. Le capitaine Cord tira son épée, et ses hommes formèrent un cercle défensif. Éléanore s'effondra à genoux, enfouissant son visage dans ses mains, tremblant violemment. « Ça y est, pensa-t-elle. C'est la fin. » Silence. Le rugissement d'Eric fit tomber la poussière des chevrons. Le mot était imprégné d'un commandement alpha, si puissant que même les chevaliers du Sud lâchèrent leurs armes, tombant à genoux contre leur volonté. La salle devint instantanément terrifiante et silencieuse. Eleanor jeta un coup d'œil entre ses doigts. Le roi Eric n'avait pas tiré son arme. Il ne s'était pas transformé en bête. Au lieu de cela, il la regardait, complètement immobile. Sa poitrine se soulevait alors qu'il inspirait profondément et longuement par le nez. Il la humait. Pour les Lycans, l'odeur était tout. Elle leur révélait la santé d'une personne, ses émotions, ses vérités les plus profondes. Éléanore sentait la peur. Oui, mais sous la terreur, sous l'odeur de la longue route sale et de la robe de velours défraîchie, il y avait autre chose. Une odeur de givre d'hiver, de fleurs de lune écrasées et de pierres lissées par la pluie. Les yeux bleus glaciers d'Eric s'écarquillèrent. La fureur primale qui montait dans sa poitrine s'évapora, remplacée par un choc si profond qu'il en fut chancelant. Les légendes en parlaient, mais peu en faisaient l'expérience. Le lien de l'âme qui s'éveille, la reconnaissance absolue et indéniable des destins. Compagne. Eric tomba sur un genou, se mettant au niveau d'Éléanore. Le mouvement provoqua une autre onde de choc et de stupéfaction dans la cour. Le roi Alpha ne s'inclinait devant personne. Pourtant, le voilà, agenouillé devant une jeune sudiste tremblante et émaciée. Il tendit la main, ses mains massives incroyablement douces alors qu'elles planaient au-dessus de ses épaules tremblantes. « Regarde-moi » ordonna-t-il, bien que la dureté ait entièrement disparu de sa voix. C'était une supplique. Eleanor, terrifiée de désobéir, leva lentement la tête. Ses yeux gris d'orage croisèrent ses yeux bleus glaciers perçants. Pendant un instant, le monde entier s'évanouit. Il n'y avait ni froid, ni peur, ni père cruel. Il n'y avait que la chaleur intense et brûlante dans les yeux du roi. Un regard non pas de dégoût, mais d'admiration absolue et dévorante. « Toi » souffla Eric, sa voix à peine un murmure, mais portant à travers la salle silencieuse. Il écarta doucement une mèche de cheveux blancs de son visage, son pouce effleurant sa joue creuse. « Tu meurs de faim. » Eleanor cligna des yeux, complètement décontenancée par cette observation. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais sa gorge était si sèche qu'aucun son ne sortit. Eric se releva, son attitude passant instantanément d'une tendre admiration à une protectivité terriblement létale. Il se tourna pour faire face au capitaine Cord, qui transpirait abondamment. « Vous me l'avez amené dans cet état, » dit Eric, sa voix tombant dans une octave grave et mortelle. « Vous avez affamé ma reine. Elle est une chose maudite, votre grâce, » balbutia Cord, réalisant que le plan avait horriblement mal tourné. « le seigneur Reginald est un homme mort. » L'interrompit Eric, ses crocs s'allongeant brièvement alors qu'il grondait. « Mais toi, tu es dans ma salle en ce moment. » Dans un mouvement flou, trop rapide pour que l'œil humain puisse le suivre, Eric traversa la distance. Sa main se referma sur la gorge de Cord, soulevant l'homme en armure entièrement du sol. Cord donnait des coups de pied et s'étouffait, mais la poigne d'Eric était de fer. « Retourne auprès de ton lâche seigneur » gronda Eric, jetant violemment Cord au sol comme un jouet cassé. Cord haleta, rampant en arrière. « Dis-lui que j'accepte son tribut. Dis-lui que le roi Eric Harlow réclame la fille aux cheveux blancs comme sa compagne prédestinée, sa reine, et la grande dame du Nord. Et dis-lui, » les yeux d'Eric prirent une lueur dorée et démoniaque, « que lorsque je chevaucherai vers le sud au printemps, je ne viendrai pas pour la paix. Je viendrai pour réduire son domaine en cendres pour les 19 ans de tourments qu'il a infligés à l'autre moitié de mon âme. Fuyez. » Cord et ses hommes n'eurent pas besoin qu'on le leur dise 2 fois. Ils se précipitèrent hors de la salle, fuyant dans la nuit enneigée. Eric se retourna vers Éléanore. Le feu doré dans ses yeux redevint un bleu humain doux. Il retira sa lourde cape de fourrure et la drapa sur ses épaules tremblantes. La chaleur et son odeur, pine cuir et sécurité,
l'enveloppèrent. Doucement, sans effort, il la prit dans ses bras. « Garrick !» appela Eric par-dessus son épaule, alors qu'il portait Éléanore vers l'aile royale. « Convoque les guérisseurs, fais couler un bain chaud, et apporte un festin dans mes appartements. Ma reine est à la maison. » Les appartements royaux du donjon de Harlow étaient plus grands que tout l'étage de la tour où Éléanore avait vécu pendant 19 ans. Un immense lit à baldaquin, drapé d'épaisse peau, dominait la pièce. Un feu rugissant crépitait dans une cheminée assez grande pour qu'on puisse s'y tenir debout. Éléanore était assise sur le bord du lit, fraîchement baignée et vêtue d'une douce tunique de laine qui appartenait à Eric. Les guérisseurs étaient venus et repartis, marmonnant sur ses contusions et sa malnutrition, appliquant des baumes odorants sur sa peau gercée. Une table devant elle croulait sous le poids de viande rôtie, de pain frais et de bouillon fumant. Eric était assis dans un lourd fauteuil de l'autre côté de la pièce, la regardant. Il ne l'avait pas poussée à parler. Il n'avait rien exigé d'elle. Il la regardait simplement avec une dévotion silencieuse et intense qui donnait le vertige à Éléanore. Elle prit une petite bouchée hésitante du pain. C'était la chose la plus douce et la plus riche qu'elle ait jamais goûtée. Des larmes montèrent à ses yeux, coulant sur ses joues avant qu'elle ne puisse les arrêter. Eric fut à ses côtés en une fraction de seconde. « As-tu mal ?» demanda-t-il, la panique perçant brièvement son attitude stoïque. « Non » croissa-t-elle, retrouvant sa voix pour la première fois depuis son départ du Sud. Sa voix était rauque, inutilisée. « C'est... je ne comprends pas. Qui a-t-il à comprendre, petit oiseau ?» demanda-t-il doucement, s'asseyant prudemment sur le bord du lit, en maintenant une distance respectueuse. « Mon père » murmura-t-elle, baissant les yeux sur ses mains. « Il m'a envoyé ici pour mourir. Je suis maudite, j'apporte la famine et la ruine. Vous étiez censé être insulté. Vous étiez censé me tuer. » Un grondement sourd vibra dans la poitrine d'Eric. « Ton père est un imbécile qui ne reconnaîtrait pas un diamant, même s'il marchait dessus. Il n'y a aucune malédiction sur toi, Éléanore. » Tressaillit à l'entente de son nom. « Vous connaissez mon nom. Je sais tout de toi que le vent a porté vers le nord, » répondit Eric. « Je sais qu'ils t'ont enfermé. Je sais qu'ils craignaient tes cheveux blancs et ta marque. Mais ce sont des humains aveugles et craintifs. » Il tendit la main, touchant doucement le bord de son col, juste au-dessus de la marque de naissance ramifiée. « Sais-tu ce que cette marque signifie pour mon peuple ?» Éléanore secoua la tête, terrifiée. « C'est la marque de la tisseuse de givre, une ancienne lignée de mystiques licances que l'on croyait perdue depuis longtemps. Ta mère était-elle des bois profonds ?» Éléanore cligna des yeux, essayant de se souvenir des vagues murmures des serviteurs. Elle était une nordique. Mon père l'a prise comme un trophée lors des premières escarmouches frontalières. Elle est morte quand je suis né. Eric hocha lentement la tête, les pièces du puzzle se mettant en place. Tu es à moitié Lycan, Éléanore. Les cheveux blancs, la marque. Tu n'es pas une humaine maudite. Tu es une enfant sacrée de la lune d'hiver. Et tu es ma compagne. Éléanore ne pouvait pas l'assimiler. Pendant 19 ans, elle était un monstre, un démon. Maintenant, ce terrifiant seigneur de guerre lui disait qu'elle était sacrée. « Une compagne ?» demanda-t-elle doucement. « L'autre moitié de mon âme, » expliqua Eric, sa voix chargée d'émotion. « Les Lycans ne se marient pas pour la politique, bien que nous jouions au jeu des hommes quand il le faut. Nous sommes liés par les destins. Quand j'ai senti ton odeur, j'ai su que je réduirais le monde entier en cendres, avant de laisser quiconque te faire du mal à nouveau. » La sincérité absolue dans ses yeux la terrifiait plus que n'importe quelle menace. Comment pouvait-elle faire confiance à cela? Comment pouvait-elle passer soudainement de déchets jetables au centre de l'univers d'un roi? Au cours des semaines suivantes, la réalité politique du choix d'Eric commença à s'imposer. Les seigneurs du Nord étaient mal à l'aise, bien qu'ils respectassent le lien d'accouplement. Prendre une jeune fille à moitié Lycan, fragile et non testée, comme reine à la veille d'une guerre potentiellement massive avec le Sud, était une pilule amère à avaler. Des murmures résonnaient dans les couloirs de pierre du donjon de Harlow. Elle est trop faible pour procréer. Elle se brisera au premier hiver. Belmont a dupé le roi, compagne ou non. Éléanore entendait les murmures. Elle passait ses journées à errer dans l'immense donjon, toujours accompagnée de Garrick ou d'un détachement de gardes royaux. Elle remarquait les regards de côté, les commentaires marmonnés. Malgré la dévotion absolue d'Eric pour elle en privé, il dormait par terre à côté du lit,
refusant de la toucher jusqu'à ce qu'elle soit à l'aise et guérie. Elle sentait le lourd fardeau de son inadéquation perçue. Puis, vint la nuit du festival de la lune de sang. C'était une tradition du Nord, une nuit de célébration sauvage, de festins et de démonstration de force primale dans la cour principale. Éléonore était assise à côté d'Éric sur la haute estrade, drapée de fourrure blanche qui faisait briller ses cheveux d'argent comme la lumière des étoiles. Elle prenait lentement du poids, des couleurs revenaient sur ses joues, mais elle se sentait toujours profondément déplacée parmi les lichens imposants et bruyants. Au milieu du festin, un envoyé du Sud arriva aux portes sous une bannière de trêve. On leur accorda l'entrée. C'était une petite délégation menée par un homme qu'Éléonore reconnut instantanément, le seigneur Hallum, l'un des conseillers les plus rusés de son père. Hallum s'avança, s'inclinant profondément devant le roi Éric, bien que ses yeux s'attardassent malicieusement sur Éléonore. « Roi Éric, » annonça Hallum suavement. Le seigneur Reginald envoie ses excuses pour le malentendu concernant le tribut. Cependant, le Sud ne peut accepter qu'une bâtarde métisse siège comme symbole de notre traité. Le seigneur Reginald propose un échange. Rendez-nous la fille, et nous enverrons Isolda, la vraie fiancée, ainsi que 10 chariots d'or. Gardez-la, et le traité est nul. La guerre commencera au premier dégel. La cour devint silencieuse. Les seigneurs du Nord regardèrent Éric. 10 chariots d'or et une véritable otage politique pourraient sécuriser leurs frontières pour une génération. Éric ne s'y même pas. Dit à Reginald de préparer ses armées. La reine reste. Le sourire d'Hallum était mince et venimeux. Comme vous le souhaitez, votre grâce. Mais puis-je présenter un cadeau à la reine de la part de sa sœur aimante Isolda? Un gage d'adieu. Hallum fit signe à un serviteur qui apporta une magnifique coupe en argent ornée, remplie de vin épicé du Sud. Le serviteur monta les marches de l'estrade, l'offrant à Éléonore. Éléonore tendit la main, tremblante. Elle regarda le liquide rouge foncé. Elle connaissait sa famille. Elle connaissait Isolda. Il n'y avait pas d'amour ici. Alors que ses doigts effleuraient l'argent froid de la coupe, son héritage lichen, dormant et réprimé par 19 ans de famine, s'enflamma soudainement. L'odeur du vin lui monta au nez, et sous les lourdes épices, elle le sentit. Du tulou, raffiné, concentré, mortel. En une fraction de seconde, avant que le serviteur ne puisse réagir, Éléonore se leva. Au lieu de prendre la coupe, elle la frappa du revers de la main. La coupe en argent tomba bruyamment sur le sol de pierre, le vin empoisonné brûlant un trou grésillant dans le tapis coûteux de l'estrade. Toute la cour haleta, alors que la fumée âcre du poison montait dans l'air. Éric fut sur ses pieds en un instant, un rugissement monstrueux s'échappant de sa gorge. Garrick et la garde saisirent Hallum et ses hommes, les plaquant au sol. Éléonore se tenait droite, la poitrine haletante, ses yeux gris d'orage brillant d'un soudain anneau de lumière argentée. La jeune fille timide et brisée de la tour avait disparu, remplacée par quelque chose d'ancien et de féroce. Elle baissa les yeux sur Hallum, sa voix portant une étrange résonance à double tonalité qui résonna dans la cour silencieuse. « Dites à mon père, » dit Éléonore, ces mots suintant d'une autorité nouvelle. « Que la fille maudite est morte. Je suis Éléonore de Harlaw, reine des terres du Nord. Et s'il envoie à nouveau du poison dans ma maison, je n'attendrai pas le dégel du printemps pour lui arracher la gorge. » Les seigneurs du Nord, auparavant sceptiques et chuchotants, la regardèrent dans un silence absolu et stupéfait. Puis, lentement, le bêta Garrick tira son épée et frappa la poignée contre son armure de poitrine, dans un salut sec. Un par un, les massifs guerriers Lycans suivirent son exemple. Le choc métallique des armures retentit, un battement de tambour assourdissant de respect et de loyauté. Ils avaient voulu une reine forte. Ils venaient de la trouver. Éric regarda Éléonore, sa poitrine se gonflant d'une immense fierté incontenable. Il tendit la main, prit la sienne, et la leva haut dans l'air glacial de la nuit, alors que les loups du Nord rejetaient la tête en arrière et hurlaient pour leur nouvelle reine. Selon les manuscrits traduits de Caldwell Harlaw, découverts des siècles plus tard dans un coffre-fort privé à Genève, l'hiver de 1243 ne ressembla à aucun autre enregistré dans l'histoire d'Atalgar. Il fut plus tard surnommé le souffle de la reine. Alors que les terres du Nord se préparaient à une guerre totale contre les vallées du Sud, Éléonore subissait une transformation exténuante et angoissante. L'incident du poison,
au festival de la lune de sang, avait déclenché ses gènes Lycans dormants. Mais parce que le sang de son père humain luttait contre la lignée ancienne des bois profonds de sa mère, la transition faillit la tuer. Pendant 3 semaines, Éléanore resta dans les appartements royaux, en proie à des fièvres violemment fluctuantes. Éric refusa de la quitter. Il confia le commandement des légions en marche au Bérégarrick et au commandant Leif, choisissant plutôt de baigner la peau brûlante d'Éléanore dans de l'eau glacée et de lui faire avaler des gouttes de bouillon. Pendant la nuit la plus sombre de sa fièvre, les textes historiques notent un phénomène qui défiait toute explication. Les feux de cheminée de l'aile royale prirent une couleur saphir brillante et éclatante, et du givre grimpa sur les murs de pierre en motifs complexes et ramifiés, reflétant la forme exacte de la marque de naissance sur la clavicule d'Éléanore. Quand Éléanore se réveilla enfin, ses yeux gris d'orage avaient changé de façon permanente. Ils arboraient désormais un anneau argenté luminescent, saisissant autour de l'iris. Elle n'était plus la jeune fille frêle et affamée, enfermée dans une tour. La lignée des tisseuses de givre s'était pleinement éveillée. Elle ne se transformait pas en loup comme les autres. Son pouvoir était plus ancien, plus primal. Elle pouvait manipuler la température ambiante, extrayant l'humidité de l'air pour créer des barrières de glace durcies, ou faisant chuter la température d'une pièce jusqu'à ce que le souffle des hommes se transforme en flocons de neige. « Tu es d'une beauté terrifiante, petit oiseau », murmura Éric, la première fois qu'il la regarda geler nonchalamment une coupe d'eau, juste en effleurant le bord en argent du bout des doigts. « Je ne suis plus un oiseau, Éric, » répondit Éléanore, sa voix empreinte d'une autorité calme et glaçante. « Je suis la tempête d'hiver, et il est temps que nous apportions la tempête à mon père. » Dans les vallées du Sud, le seigneur Reginald Belmont n'était pas resté inactif. La panique s'était emparée des cours du Sud, lorsque les têtes coupées de la délégation d'Alam furent renvoyées dans une charrette, emballées dans une glace magique qui ne fondait pas. Reginald savait que le roi Alpha arrivait, mais il croyait avec arrogance qu'il pouvait déjouer une bête. Des lettres secrètes récemment exhumées du domaine de Valwis révèlent que Reginald a financé une compagnie de mercenaires impitoyables, connue sous le nom des Vipères de Fer, dirigée par un tacticien notoire nommé commandant Gideon Croft. Croft apporta avec lui un arsenal terrifiant, de lourdes balistes équipées de harpons en argent pur et de filets tissés d'acier épais et de cendres de Tulu. Reginald exécuta également une manœuvre politique désespérée. Il força Isolde à un mariage hâtif et non consommé avec le duc Alistair des Marches de l'Est, entraînant de fait les armées de l'Est dans sa défense. Au moment où le premier dégel du printemps était censé arriver, le manoir Belmont était fortifié par 10 000 hommes lourdement armés. Une forteresse de pierre et d'argent attendant de massacrer les loups. Mais le dégel n'arriva jamais. Éléanore chevauchait à l'avant-garde de l'armée Lycan, assise sur un énorme destrier noir à côté d'Éric dans sa forme Lycan monstrueuse de près de 3 mètres de haut. Alors qu'ils marchaient vers le sud, la neige marchait avec eux. Éléanore projeta son pouvoir vers l'extérieur, recouvrant les champs habituellement tempérés du sud de blizzards aveuglants et de brouillards givrants. Les stratégies du commandant Croft reposaient sur une visibilité claire pour tirer les harpons d'argent. Eleanor les aveugla. Les armées de l'Est, peu habituées à un froid si mordant, virent leurs cordes d'arc se rompre et leurs armures geler sur leur peau. Quand l'armée du Nord franchit enfin la lisière des arbres entourant le vaste domaine Belmont, ce ne fut pas une bataille. Ce fut un massacre. Éric et ses troupes de choc Lycan déferlèrent sur les tranchées défensives comme un raz-de-marée de fourrure, de muscles et de crocs. Les filets d'argent étaient inutiles. Éléanore se tenait sur une crête surplombant le champ de bataille, levant les mains vers le ciel. Une pluie de grésil s'abattit en nappe horizontale qui déchirait la chair, brisant les mécanismes des balistes avant qu'elles ne puissent tirer un seul coup. Éric, une silhouette floue de cramoisi et de noir, déchira les rangs des vipères de fer. Il ne se contentait pas de se battre. Il orchestrait une symphonie de violence. Ses rugissements dirigeaient ses meutes pour flanquer et écraser la cavalerie de l'Est. Il était une force de la nature, animé par un désir implacable d'éradiquer la maison qui avait torturé sa compagne. En moins de 4 heures, la résistance du Sud s'effondra. Le commandant Croft fut retrouvé écrasé sous sa propre machine de siège en ruine.
Le duc Alistair s'enfuit dans les bois, abandonnant Isolda et sa nouvelle alliance. Le puissant manoir Belmont, symbole de richesse et d'arrogance pendant 3 siècles, était encerclé par des milliers de lichens ensanglantés et grondants. Les lourdes portes en chêne du manoir furent arrachées de leurs gonds par le bêta Garrick. Eric, reprenant sa forme humaine et jetant une cape de fourrure sombre sur ses épaules couvertes de sang, entra dans le grand foyer. Juste derrière lui, marchant avec la grâce d'un prédateur alpha, se trouvait la reine Éléanore. La grande salle de bal du domaine Belmont était exactement comme Éléanore s'en souvenait. Plafond doré, lustre en cristal et murs ornés de portraits d'ancêtres aux cheveux d'or. Mais maintenant, les sols en marbre poli étaient souillés par les bottes des guerriers Lycans, et l'air sentait le sang et la terreur. Le seigneur Reginald et Isolda étaient enculés contre le grand escalier, entourés des restes tremblants de leur garde personnelle. Reginald avait l'air hagard, ses robes de velours en désordre. Isolda pleurait ouvertement, ses parfaits cheveux d'or collés à son visage taché de larmes. Quand les Lycans s'écartèrent pour laisser passer Eric et Éléanore, les yeux de Reginald s'écarquillèrent d'incrédulité. Il fixa sa fille rejetée et maudite. Elle portait du cuir nordique ajusté et une cape de fourrure de renard blanc pur. L'étrange marque, ramifiée sur sa clavicule, pulsait d'une faible lumière bleu glacier. Elle avait l'air radieuse, puissante et absolument létale. « Éléanore » souffla Reginald, laissant tomber son épée. Elle tomba bruyamment contre le marbre. « À genoux » aboya le bêta Garrick, frappant le talon de sa lance dans le dos d'un garde du sud. Reginald, poussé par son instinct de survie, tomba à genoux. Il attrapa le poignet d'Isolda et la tira à ses côtés. « Roi Eric, s'il vous plaît » supplia Reginald, son arrogance complètement brisée. « Je me rends. Le Sud est à vous. Je vous donnerai tout. L'or, les terres, les ports maritimes. Je vous offre Isolda. Prenez-la comme concubine. Prenez-la comme esclave. Épargnez juste ma vie. » Isolda haleta, regardant son père avec une horreur absolue. « Père, vous m'aviez promis une couronne. » Eric laissa échapper un grondement sourd et vibrant qui fit trembler le cristal au-dessus d'eux. Il s'avança, ses yeux brillants d'or. « Tu m'offres les restes de ta lâcheté. Tu as affamé la compagne de mon âme. Tu as envoyé du poison dans ma maison. Et maintenant, tu tentes de vendre la fille que tu favorisais pour sauver ta propre peau pathétique. » Eric tira un énorme couteau de chasse en fer noir de sa ceinture. « Tan, Ornès signifie rien pour les morts. Reginald. » Eric se jeta en avant, avec la ferme intention de séparer la tête de Reginald de ses épaules. « Eric, arrête !» La voix d'Éléanore n'était pas un cri, mais le pur commandement glacial qu'elle contenait figea Eric sur place. Sa lame s'arrêta à quelques centimètres de la gorge de Reginald. Eric se retourna vers sa reine, la rage meurtrière dans ses yeux, s'adoucissant instantanément alors qu'il s'en remettait à elle. C'était sa maison, son traumatisme, sa justice. Éléanore marcha lentement vers son père et sa sœur. La température ambiante dans la pièce chuta si radicalement que le souffle des gardes capturés se condensa dans l'air et que du givre se propagea rapidement sur les miroirs dorés. Elle se tint au-dessus de Reginald, regardant l'homme qui l'avait enfermé dans le noir pendant 19 ans. « Tu pensais que j'étais une malédiction » dit Éléanore, sa voix résonnant de cette étrange résonance ancienne. « Tu pensais que le sang de ma mère était une tache que tu pouvais cacher dans le grenier. Tu avais tort, père. J'étais le seul véritable pouvoir qu'il restait à cette famille mourante. »« Eleanor, s'il te plaît » sanglota Isolda, tendant la main pour saisir l'ourlet de la cape d'Éléanore. « Nous sommes sœurs. Nous partageons le même sang. Je ne voulais pas envoyer le poison. C'est Hallum qui m'a forcé. » Éléanore regarda Isolda, ses yeux cerclés d'argent dépourvus de pitié. « Ne me mens pas, Isolda. Je peux sentir la malveillance sur toi d'ici. Tu voulais la mort du roi Alpha parce que tu ne supportais pas l'idée que l'anomalie de la famille porte une couronne, pendant que tu étais vendu à un duc mineur. » Éléanore recula, levant la main. La marque ramifiée sur sa peau brilla intensément. D'un vif mouvement du poignet, un mur de glace solide et déchiqueté, épais et impénétrable, jaillit du plancher, enfermant le grand escalier et brisant le blason de la famille Belmont monté au-dessus. « Je suis Éléanore Harlow, tisseuse de givre des bois profonds et reine des terres du Nord, » proclama-t-elle, sa voix sonnant avec une finalité absolue.
Et je ne suis pas comme vous. Je ne massacre pas les sans défense. Reginald laissa échapper un pathétique soupir de soulagement, pensant qu'il était épargné. Mais vous ne vivrez pas ici, continua Eleanor, son regard devenant d'acier. Ce domaine appartient désormais à la couronne. Tous les titres de Belmont sont révoqués. Tout votre or est saisi pour nourrir les orphelins de cette guerre. Toi, Reginald, et toi, Isolda, vous êtes bannis dans les colonies pénales désolées de la côte est déchiquetée. Vous vivrez le reste de vos jours à cultiver des rochers sous la pluie glaciale. Vous saurez ce que signifie avoir froid. Vous saurez ce que signifie être affamé. Et vous saurez ce que signifie être oublié. Le visage de Reginald devint blême. Les colonies pénales de l'Est étaient une condamnation à mort par un travail lent et angoissant. Non, non, Eleanor, tu ne peux pas faire ça. Tue-moi, c'est tout. Garrick, ordonna Eric, ignorant les supplications pathétiques de l'homme. Dépouillez-les de leur soierie. Donnez-leur de la toile de jute. Mettez-les au fer et faites-les marcher vers l'Est. Alors que les gardes du Nord traînaient une Isolda hurlante et un Reginald brisé hors du manoir, Eleanor laissa enfin échapper un long souffle frissonnant. La lueur glaciale s'estompa de ses yeux, et la température dans la pièce commença lentement à se normaliser. Elle sentit une main lourde et chaude sur son épaule. Eric la tira contre sa poitrine, enroulant son bras fermement autour de sa taille, posant son menton sur le sommet de ses cheveux blancs. « C'est fini, petit oiseau », murmura-t-il, déposant un baiser sur sa tempe. « Pas un oiseau », lui rappela-t-elle doucement, se blottissant contre sa chaleur solide et réconfortante. « Non », acquiesça Eric, un profond sourire grondant dans sa poitrine. « Une reine, ma reine. » Les archives historiques, en particulier les décrets d'Oakhaven signés en 1245, montrent qu'Ethelard fut finalement unifié sous la bannière du loup et de l'hiver. Eleanor ne régna pas avec cruauté, mais avec une grâce protectrice et féroce que le continent n'avait jamais vue. Elle reconstruisit les fermes du Sud, fusionna les cultures du Nord et du Sud, et établit une lignée de tisseuses de givre Lycanes qui garda le royaume pendant 400 ans. Le seigneur Reginald et sa vieille lignée Belmont sombrèrent dans l'obscurité totale, leurs noms effacés des registres nobles, mourant comme des paysans anonymes sur une côte rocheuse et glaciale. Une justice poétique et brutale, orchestrée par la fille qu'ils avaient autrefois jugée trop brisée pour être aimée. L'histoire réécrit souvent les méchants et les héros, cachant les vérités les plus époustouflantes dans des archives poussiéreuses. Eleanor Belmont n'était pas une tragédie maudite. Elle était la tempête dormante qui a mis un empire à genoux, prouvant que ceux que la société rejette sont souvent ceux destinés à la gouverner. Si vous avez aimé découvrir la vérité derrière le roi Alpha et sa reine tisseuse de givre, appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette histoire avec vos amis amateurs de romance et de fantaisie, et abonnez-vous pour plus de drames historiques épiques et inédits.